table ronde avec ce titre Algérie 1962 qui réunit trois personnalités aux profils différents. Donc là, Benjamin Stora va nous donner l'éclairage scientifique, puisqu'il est historien, et donc ça c'est l'histoire. Je vous le présente, professeur de l'université, il enseigne l'histoire du Maghreb contemporain, les guerres de colonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe, à l'université Paris 13 et l'INALCO, dans le zoo. Il a publié plus d'une trentaine, peut-être beaucoup plus, une trentaine d'ouvrages, dont quelques titres, si vous permettez, mais son œuvre était importante. C'est l'ouvrage qui a fait référence dès le départ, c'est La gangrène et l'oubli, Mémoire de la guerre d'Algérie, qui est un livre magnifique. La biographie de Salih Haj, Appelé en guerre d'Algérie, Algérie, la guerre invisible, La guerre d'Algérie. Le dernier ouvrage, c'est La guerre d'Algérie expliquée à tous. Alors, même ceux qui n'ont rien compris, enfants, adultes, français, algériens, quels qu'ils soient, qui lisent ce livre. Il y a beaucoup de travaux sur la guerre d'Algérie, sur l'histoire contemporaine du Maghreb. Il a travaillé notamment aussi sur l'image. Par exemple, une comparaison entre la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie, comment perçue par les Américains, la guerre du Vietnam, comment perçue par les Français, la guerre d'Algérie. Il y avait un travail sur le Maroc aussi. Et donc, sur la question de l'image, précisément, il a été conseiller historique de plusieurs films, rappelant Indochine, Oscar de meilleur film étranger en 1993, Le Premier Homme, qui est une adaptation du roman d'Albert Camus, Les Hommes libres, d'Ismaël Falouchi. Et il a été auteur aussi de documentaire lui-même, puisqu'il a fait Les années algériennes. C'était en 4 parties, un documentaire qui est passé à la télévision, en France 2. Et l'été 62 en Algérie, l'indépendance aux deux visages, diffusé sur France 5 aussi. Donc, commissaire d'exposition, il a dirigé plusieurs expositions, dont La France en guerre d'Algérie, au musée des Invalides. Il y a l'hôtel de Sully, moi je l'avais vu à l'hôtel de Sully. Et l'exposition, j'oublie beaucoup de choses, mais parce qu'il fait énormément de travail. Et la dernière exposition, c'est Des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie, visible actuellement à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le musée de la Porte Dorée. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très bien faite. Voilà, nous avons la chance d'avoir avec nous Benjamin Stora, qui, programmé au Salon de l'Histoire de Blois, est venu nous honorer ici. Donc merci Benjamin d'être là. Avec nous donc Pierre Daume, journaliste, grand reporter en monde diplomatique, après avoir été longtemps correspondant permanent de l'IB en Autriche et à Montpellier. Et il écrit pour d'autres titres aussi, avec 89 et autres. Il est auteur de 2 ouvrages, remarquables enquêtes d'investigation, Immigrés de force et travailleurs indochinois en France, sur un pan de l'histoire de France aussi. Il est allé, comme c'est un journaliste d'investigation, il gratte là où ça fait mal. Il nous a trouvé ces immigrés indochinois qu'on a ramenés dans les années 40, il me semble, la fin des années 30 et des années 40, et qu'on a délaissé après. Et le dernier ouvrage, Rivaliser cerclé, les pieds noirs restés en Algérie après l'indépendance algérienne. Donc, il nous dit qu'il y a eu beaucoup de pieds noirs qui sont restés en France en 62. Pardon. En Algérie, pardon. En Algérie. À sa gauche, Michel Canessi, médecin, dermatologue. Et ça arrive, hein, il y a des médecins qui écrivent aussi, la preuve. Il est romancier. Avec son compère, qui est aussi Jamal Rahmani, qui est aussi médecin. Et ils ont écrit 3 romans, c'est ça? 3 publiés, voilà. 5 en tout. Et le prochain publié en septembre 2013. Normalement. Voilà, donc il est là pour Alger sans Mozart, un roman écrit à 4 mains. Bien. Algérie 62, on va commencer par l'historien, scientifique, M. Benjamin Stora, peut-être nous apprendre, nous éclairer sur cette année 62 en Algérie, la fin de la guerre, les accords d'Évian, l'indépendance, et comment on est arrivé là après cette guerre d'Algérie. Oui, bonjour, merci d'être venu à cette rencontre, à cette table ronde. L'année 62, je vais simplement vous donner
très rapidement quelques jalons, quelques repères historiques, puis ensuite il y aura une discussion, je pense, entre nous sur toute une série d'événements, de séquences particulières de cette année extrêmement difficile, riche et en même temps tragique. L'année 62, c'est l'année de la fin de la guerre d'Algérie, comme vous le savez, puisque on a l'habitude de faire commencer la guerre d'Algérie en 1954. Et donc, théoriquement, normalement, la fin de guerre aurait dû être synonyme d'apaisement, c'est-à-dire d'aller vers un mieux-être, une sortie de guerre qui permettrait de faire en sorte que les soldats français reviennent tranquillement en métropole, les Algériens ont accès à la paix ou à l'indépendance, que les Européens d'Algérie, ce qu'on appelle les pieds noirs, puissent peut-être choisir librement leur destin, leur sort par rapport à ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient vécu. Bref, on avait ce sentiment qu'avec l'ouverture des négociations qui avaient commencé quelques mois auparavant, c'est-à-dire des négociations qui avaient démarré à peu près en septembre 61, septembre, octobre, novembre 61, eh bien on allait peut-être sortir de la guerre et enfin parvenir à des solutions de compromis. Mais c'est tout le contraire en fait qui s'est produit, puisque l'année 62 est une sorte de résumé, de concentré d'extrêmes violences en fait qui ont marqué toute la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, on a cette sorte de précipité, de raccourci de tout ce que la guerre d'Algérie a pu produire, a pu provoquer pendant toutes ces années. Quand je dis une sorte de résumé sanglant, c'est bien sûr entre Français et Algériens, mais également entre Français et également aussi entre Algériens. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'exacerbation des passions, des conflits, des désirs, tout au long de ces derniers mois, tous ces premiers mois de l'année 62 et ces derniers mois de la guerre d'Algérie, cette sorte d'exacerbation extraordinaire des violences, en fait, et des exactions qui ont pu se perpétrer à cette époque-là. Alors, quelques dates, quelques points de repère, très rapidement, bien sûr. Il y a tout d'abord, du point de vue de ce qui se passait en France, merci, je les ai déjà vus, c'est très bien. Donc, dans ce qui se passait en France, il y a des événements quand même très importants. En 1962, le début de l'année 62 en France, c'est les événements, on dit toujours les événements quand il est question d'Algérie, c'est en fait le massacre de Charonne, le 5 février 1962, puisque des manifestants parisiens avaient décidé de protester contre l'Ouest à l'époque, et ces manifestants ont été très très sévèrement, sauvagement réprimés au métro Charonne, donc le 5 février 1962, et il y a eu un gigantesque enterrement des 9 victimes de Charonne qui avait rassemblé près d'un demi-million de Parisiens quelques jours après, ce qui est un événement énorme, considérable, et qui témoigne, qui marque aussi la volonté qu'avaient les Français, le peuple français au sens général, de voir que cette guerre se termine enfin. C'est-à-dire que la grande manifestation finale de la fin de la guerre d'Algérie, du point de vue des Français en métropole, donc là je parle de la France métropolitaine, c'est bien entendu l'enterrement des victimes de Charonne. C'est ce cortège gigantesque qui dit grosso modo il faut en finir avec cette période, il faut en finir avec cette guerre d'Algérie. Et puis il y a eu les accords d'Évian le 18-19 mars, proclamation 19 mars 62, et on aurait pu croire que ces accords d'Évian permettraient d'en finir, de trouver une sortie de crise, de guerre, etc. etc. Or, il n'en a rien été, puisqu'au contraire, après les accords d'Évian, il y a eu un déchaînement de violence en Algérie, pas simplement en France, mais un déchaînement de violence en Algérie, notamment à la suite de toute une série de manifestations voulues provoquées par l'Ouest, les partisans de l'Algérie française, qui étaient très organisés et très nombreux à cette époque-là, notamment dans les principales villes d'Algérie, des villes comme Oran par exemple. Et il y a eu par conséquent des exactions commises contre les populations algériennes, mais aussi une fusillade importante le 26 mars 1962, la fusillade dite de la rue d'Isly à Alger, où plus de 50 Européens ont été tués dans cette fusillade, une manifestation qui était organisée par ceux qui voulaient rompre le blocus de l'Ouest par l'armée française, et il y a eu effectivement cette fusillade de la rue d'Isly qui a été aussi
interprété comme une sorte de signal de départ pour la masse des Européens d'Algérie qui, devant cette violence, ont décidé à partir du mois d'avril, mai 1962, de commencer à quitter l'Algérie. Pas tous, on y reviendra avec Pierre Daume bien sûr, enfin une grande partie quand même avait décidé de quitter l'Algérie, de partir, on peut dire à partir de ce moment-là, à partir de cette fusillade du 26 mars 62, une sorte de moment de bascule extrêmement important dans l'histoire de la fin de la guerre d'Algérie. Et puis du côté des Algériens, là aussi, on peut dire que cette fin de guerre a été terriblement meurtrière, terriblement sanglante, puisque la fin de la guerre d'Algérie, ça a été la situation du point de vue des Algériens, des voitures piégées qui ont explosé dans un certain nombre de quartiers musulmans, comme on disait à l'époque, à Alger notamment en mai 1962. La pratique des voitures piégées a été inaugurée pendant la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, malheureusement, a eu le triste privilège d'être le moment de l'inauguration de toute une série d'exactions qu'on va connaître plus tard. Et la pratique de la voiture piégée, donc qui a fait beaucoup de morts à Alger, dans les quartiers, sur le port d'Alger et dans les quartiers musulmans, ça a été un moment très dur de la fin de la guerre d'Algérie, mais également, c'était le moment, du point de vue des Algériens, des luttes de pouvoir, puisque toute une série d'affrontements entre Algériens ont eu lieu, notamment en juillet 62, sur le fait de savoir qui allait prendre le pouvoir. C'est-à-dire entre, grosso modo, les gens qui formaient ce qu'on appelle le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, ceux qui étaient regroupés derrière ce qu'on appelait l'armée des frontières, c'est-à-dire de Ouari Boumedienne. Donc il y avait une lutte entre Boumedienne Belbella d'un côté, et de l'autre côté le GPRA, et au milieu les gens qui formaient ce qu'on appelle le maquis de l'intérieur. Et donc il y a eu toute une série d'affrontements, de courses de pouvoir, de luttes de pouvoir chez les Algériens qui a existé aussi dans cette période de fin de guerre qui était importante. Et il faut mentionner bien entendu dans cette fin de guerre très dure, il faut mentionner aussi bien sûr les exactions, les représailles, les vengeances, etc. contre les harkis, c'est-à-dire les soldats, les supplétifs de musulmans de l'armée française qui avaient été désarmés et dont la plupart, disons, n'ont pas été rapatriés, donc ont été abandonnés sur place et qui ont subi aussi des vengeances, des représailles, des exactions au moment de l'été 1962 notamment, c'est en juillet, août, septembre, etc. Donc il y a eu beaucoup de victimes civiles, beaucoup de morts aussi dans cette fin de guerre, à la fois, disons, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler des victimes de guerre classique entre Français et Algériens, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la fin de guerre, c'est pas tellement entre Français et Algériens sur le plan classique qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais c'est à l'intérieur de chacun des camps quelque part. Par exemple, la guerre franco-française, la guerre civile franco-française a été terrible. Parce qu'on parle beaucoup de la guerre civile algéro-algérienne en France, par exemple la FLN, l'ENA, etc. Mais il faut savoir que la guerre civile franco-française a été terrible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soldats du Pentagone qui ont été tués en 62 par d'autres Français. C'est-à-dire dans la guerre civile, notamment à Alger, etc. Et inversement, des Européens, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont été tués par des gens qui appartenaient à ce qu'on appelle l'armée française. Donc cette fin de guerre, ce sont surtout, disons, des affrontements internes qui ont été les plus marquants. Et on a souvent coutume de dire que c'est les guerres entre frères qui sont souvent plus fortes, plus meurtrières que les guerres classiques. C'est un petit peu ça, la fin de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire une sorte de sortie par une sorte de multiplicité de guerres intérieures, de guerres civiles intérieures, avec d'un côté la lutte entre l'OAS et le général de Gaulle, pour aller vite, et de manière très très schématique, bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui étaient derrière l'OAS voulaient assassiner le général de Gaulle, voulaient le tuer. Ça, on l'a oublié aujourd'hui. On l'a oublié parce que certains d'entre eux, malheureusement, ont rejoint les partis gaullistes. Donc, comme c'est nous qu'on entend beaucoup dans le parti gaulliste, donc c'est compliqué. Ça a volé les frontières. Mais enfin, ils voulaient tuer de Gaulle quand même, mais ils sont devenus gaullistes, mais enfin, apparemment. Donc, ça rend complexe les interprétations historiques. Je vais faire un petit parenthèse. Donc, on a par conséquent l'OAS qui voulait tuer de Gaulle, ça c'était très clair. Et de l'autre côté, bien sûr, il y avait des guerres de pouvoir, des luttes politiques, avec le congrès de Tripoli en mai 62, et avec, bien sûr, dans cette lutte de pouvoir, des intérêts en jeu, à la fois personnels, à la fois internationaux, à la fois de préservation d'intérêts plus importants, etc. Et tout ça débouche, bien sûr,
sur l'indépendance de l'Algérie, qui est proclamée officiellement le 3 juillet 1962, et c'est une immense victoire pour les Algériens qui le vivent comme tel. Il y a un immense soulagement, victoire, les images le montrent, on peut voir les photos, on peut voir les films qui ont été faits à cette époque-là, et les témoignages, bien sûr, quasi unanimes, puisque la quasi-totalité des Algériens ont voté dans ces élections en faveur de l'indépendance. Donc c'est quand même un scrutin net, clair, sans appel, etc. Et donc on a à la fois cette victoire, enfin, ce soulagement, cette paix retrouvée et cette indépendance acquise, et en même temps donc un départ des Européens d'Algérie, puisque plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'entre eux vont quitter progressivement l'Algérie dans cet été 1962, c'est juin, juillet, août 1962. Donc on a par conséquent à la fois beaucoup de joie, d'enthousiasme, et qui contraste avec l'arrachement de ceux qui étaient là depuis 3, 4, 5 générations et qui s'en vont et qui quittent l'Algérie, donc cette espèce de contraste qui existe. Et puis tout ça se termine en septembre-octobre 1962 par la prise du pouvoir de Ben Bella, donc il s'installe comme le premier en fait président de la République algérienne avec l'aide de Ouattara Boumedienne qui dirigeait l'armée des frontières, qui est devenue l'ANP, et qui prend donc le pouvoir, installe donc une constituante algérienne qui est présidée l'Assemblée constituante par Ferhat Tawaz, donc en septembre-octobre 1962. Donc, et puis de l'autre côté, en France, il y a une nouvelle période qui s'ouvre du côté français, qui est grosso modo oublier l'Algérie, construire l'Europe, aller dans la consommation et surtout se tourner vers le renforcement et la coopération franco-allemande, le traité franco-allemand de cette période-là, puisqu'on a fêté aussi cette année le 50e anniversaire du traité franco-allemand, qui coïncide très exactement avec la fin de la guerre d'Algérie. Donc la France se redispose différemment, elle réopère sur un changement d'orientation stratégique, sur le plan géostratégique, et l'objectif, effectivement, à cette époque-là, à ce moment-là, à la fin de cette année de 1962, c'est de prendre sa place dans un monde nouveau. C'est un monde nouveau, une Europe nouvelle, etc., dans une situation d'ailleurs en octobre 1962, qui est celle de ce qu'on appelle la crise des missiles, avec Cuba. Et donc il y a immédiatement l'urgence, en octobre 1962, c'est la question des rapports Est-Ouest. C'est-à-dire qu'il y aura-t-il une nouvelle guerre mondiale entre les États-Unis et l'Union soviétique? L'angoisse qui saisit l'ensemble du monde, c'est celle-là, c'est-à-dire des rapports Est-Ouest. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, toutes les questions qui avaient été soulevées dans les rapports Nord-Sud, c'est-à-dire de décolonisation, en fait, s'effacent. C'est-à-dire que la bataille dite de guerre froide l'emporte sur les rapports qui existaient à l'époque entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est une nouvelle période, une nouvelle situation qui s'ouvre, et l'année 62, dans le fond, va être rapidement oubliée, puisque quand Claude François fera sa chanson sur l'année 62, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était l'année 62, c'est un tube de Claude François, il n'y a pas un mot sur la guerre d'Algérie dans cette année 1962. Il parle de la mort de Marilyn Monroe, de la crise des missiles, de, je ne sais pas, des Beatles, etc. Mais l'Algérie, c'est fini. On passe déjà à une autre histoire, à une autre période, à une autre situation, du point de vue de la France, bien sûr. Et du côté de l'Algérie, et je terminerai là-dessus, du côté de l'Algérie, là aussi, l'urgence, c'est de bâtir un État, de construire une nation, bâtir un État, et non pas d'être dans la ruination du passé, dans ce qui a pu se produire, etc. Non, la question, c'est effectivement les défis de l'avenir, c'est-à-dire l'économie, le socialisme, le plan. C'est ça, les questions principales, les questions centrales. On a le sentiment à l'époque que la question nationale est réglée, que c'est une question finie, et maintenant il faut avancer vers le socialisme. Je me resitue dans les débats de l'époque, bien entendu. C'est ça la priorité. La priorité, c'est non pas d'essayer de réfléchir à la question coloniale, à la question nationale, etc. Non, la question centrale, c'est la question sociale, du socialisme. C'est ça la priorité idéologique de cette époque-là. Donc, l'année 62, il va falloir effectivement essayer de la dépasser, faire en sorte d'avancer vers un autre avenir.
Et c'est ça la préoccupation aussi du côté algérien. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Benjamin. On continue les tours de table avec Pierre Daum, qui précédemment, Benjamin Stora vient de le dire, à un moment donné, l'a évoqué, le départ des Pieds Noirs en 1962. Et là, le travail a consisté à dire qu'il y a autre chose que ce qu'on croyait. Merci de me donner la parole. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je prends la parole après Benjamin Stora. Benjamin Stora qui non seulement nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui, mais qui m'a fait, il y a plusieurs mois auparavant, le plaisir d'écrire la préface de mon livre. J'allais dire, alors que je ne suis qu'un journaliste, et je tiens vraiment à le préciser, je ne suis pas historien, et donc mon livre est une enquête journalistique, alors qui est, j'ose le croire, un peu plus sérieuse que certains travaux de collègues journalistiques qui font des choses vite fait mal fait. Voilà, et dans les remerciements, je tiens aussi à remercier la mairie de La Haye-les-Roses, et en particulier Anne Hervé, d'avoir organisé cette table ronde. Depuis 50 ans, en France, un seul discours domine, ce genre de discours qui est le discours ambiant, c'est-à-dire c'est ce qu'on entend. Il y a naturellement toujours une différence entre ce qu'on entend et les travaux des historiens qui souvent ne sont pas suffisamment connus. Et donc ce qu'on entend depuis 50 ans, c'est un seul discours, c'est nous, les 1 million de pieds noirs, et en effet, il y avait bien 1 million de pieds noirs. Nous sommes tous partis en 62, voire ça a été un départ massif en quelques semaines. Et de toute façon, nous n'avions pas le choix, c'était la valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil, métaphore qui signifie dans une version soft, eh ben bon, il a fallu qu'on fasse nos valises, qu'on parte, parce que sinon notre vie était en danger. Et dans une version un peu plus hard, qu'on rencontre chez certains porte-parole autoproclamés des Pieds Noirs, qui depuis 50 ans justement monopolisent le discours pied noir, et ces gens-là étant souvent des héritiers de la frange la plus ultra de la vérité française, et ben, ils donnent en fait une version déformée de ce que peuvent penser l'ensemble des Pieds Noirs, qui sont une population extrêmement diversifiée, etc. Et donc dans la version hard, c'est dès que les Algériens, dès que les Arabes ont eu leur liberté, ils n'avaient qu'une seule idée, c'était de zigouiller le Kaoli et de se repaître du sang du chrétien. Or, j'ai découvert, et ensuite j'ai fait des recherches pour étayer les chiffres que je vais vous donner, que non seulement le 3 juillet 1962, le jour de l'indépendance de l'Algérie, il y avait encore 400 000 pieds noirs en Algérie. 400 000 sur 1 million. La période était encore extrêmement troublée, on va dire, et 6 mois plus tard, au 1er janvier 1963, à un moment, et je vais y revenir, et là tous les témoignages le confirment, à un moment où tous les Français, tous les gens qui avaient une tête de Français en Algérie, n'avaient plus aucun sentiment de peur. Donc le sentiment de sécurité, quand on avait une tête de Français en Algérie en janvier 63, était redevenu total, ce sentiment de sécurité. À ce moment-là, il y avait encore 200 000 pieds noirs en Algérie. 200 000, ça veut dire d'un côté que il y en a certes eu 800 000 qui sont partis, donc loin de moi l'idée de nier le grand exode
des pieds noirs d'Algérie, puisque 800 000, c'est un très grand exode, mais juste, il faut avoir conscience que ce n'était pas un exode total à 100%, et en plus quand on rajoute en quelques semaines. Et que donc, il y en a 20% qui étaient encore là en 63, début 63. Alors, je vous dis tout de suite, ces 200 000, au cours des années qui vont suivre, et finalement au cours des 50 ans de l'Algérie algérienne, ce chiffre-là, cette population, va diminuer petit à petit, et finalement inexorablement. Et par exemple, aujourd'hui, il ne resterait que quelques centaines de pieds noirs en Algérie. Bon, il y a aussi le fait qu'on est 50 ans plus tard et qu'il y a la mort naturelle, et donc il y a beaucoup de pieds noirs qui sont morts et enterrés de leur belle mort dans les années 70-80 dans leur pays, l'Algérie. Et que, donc, bon, il y a eu des départs, sauf que il n'est plus question de cercueil. Donc ce n'est pas des départs à cause de la valise ou le cercueil. Ce sont d'autres raisons qui sont liées à l'histoire faite d'heures et de malheurs, de bonheur et de difficultés de l'Algérie algérienne. Et là, donc, on entre dans une autre histoire des pieds noirs dans l'Algérie algérienne. Et c'est cette histoire que j'ai tenté d'esquisser dans mon livre. Juste pour justement m'appuyer sur l'exposé de Benjamin Stora et pour faire comprendre la possibilité qui existait pour un certain nombre de pieds noirs, notamment pour ces 200 000, de rester malgré ce printemps-été 62 qui, en effet, et là encore, loin de moi l'idée de le nier, qui, en effet, a été terrible de violence. Par contre, ce qui est tout à fait étonnant et je le dis admirable pour le peuple algérien, c'est la faculté qu'a eu ce peuple algérien de tourner la page en quelques mois, la page de la violence, la page de la haine, la page du ressentiment envers les anciens Français, on va dire. Ce peuple algérien qui venait de subir non seulement 7 années et demie d'une guerre terrible, et d'une guerre, je le répète toujours, mais c'est tellement une évidence, mais sauf que en France, on entend tellement les discours des pieds noirs qu'on oublie de remettre les choses dans leur contexte. Cette guerre d'Algérie, guerre de libération en Algérie, a fait beaucoup plus de victimes algériennes que françaises. Juste, je le dis, ça n'empêche pas que, ça n'amoindrit pas les souffrances de chacun. Et donc ce peuple algérien qui avait subi non seulement toutes ces souffrances pendant cette année et demie de guerre, mais qui avait subi aussi 130 années d'oppression coloniale, ce peuple algérien a réussi en quelques semaines, en quelques mois, fin de l'été, automne 62, a véritablement tourné la page de la haine et du ressentiment envers ceux qu'ils auraient pu considérer comme les représentants des anciens oppresseurs coloniaux, à savoir justement les pieds noirs qui sont restés. Et s'il y a eu une violence sanguinaire post-coloniale, c'est-à-dire la violence sanguinaire dont la cause serait, chez certains Algériens, le besoin, après tant de souffrance, d'évacuer cette souffrance dans le sang,
dans le sang de la représaille, eh ben, les victimes n'ont pas été les pieds noirs qui sont restés en Algérie, les victimes ont été leurs frères en colonisation, donc les anciens supplétifs de l'armée française, ce qu'on appelle les harkis. Hein, et s'il y a eu des bains de sang, Benjamin Astora le rappelait, s'il y a eu des bains de sang après le 3 juillet 62, ce sont des Algériens qui en ont été les victimes. Donc, voilà, et puis pour juste une anecdote qui est dans mon livre, et pour illustrer cette situation étonnante et qui a surpris un peu tout le monde juste après l'indépendance, c'est Georges Morin, que beaucoup de personnes peut-être connaissent, qui est notamment connu comme le président de l'association Coup de Soleil. Georges Morin avait 20 ans en 62, il était un natif de Constantine, où il vivait avec sa mère, qui devait avoir une cinquantaine d'années, et qui était infirmière dans un des quartiers européens de Constantine. Et on est en septembre 62, donc Constantine s'est vidée fortement de sa population européenne et juive, mais les Morins, enfin Madame Morin et son fils restent chez eux, comme un certain nombre de pieds noirs. Et Madame Morin a un paquet à aller poster à la poste, à faire peser, etc. Et donc Georges propose d'accompagner sa mère à la poste, en voiture, parce que c'est un petit peu loin. Bon, il s'approche de la poste qui est en plein dans le centre-ville, et là, il y a une grande queue qui sort d'ailleurs de la poste. Donc, il dépose sa mère en bout de queue et il dit « Maman, je vais aller me garer, je reviens ». Une queue composée, on va dire, essentiellement d'Algériens. 3-4 minutes plus tard, Georges Morin revient, il ne voit pas sa mère. Il se dit, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans sa tête, mais j'ai laissé ma mère comme ça, toute seule, là, dans cette queue, avec quasiment que des Algériens, avec toute cette violence qui avait précédé, tout ça. Bon. Il entre dans la poste, il voit sa mère, qui a doublé toute la queue, et qui est au guichet. Alors là, renversement dans l'esprit de Georges Morin, il dit non mais elle est complètement folle. La colonisation c'est fini. On va pas. Il ne faut pas qu'elle se mette à passer devant les Algériens. On est en septembre 62. Il se précipite vers sa mère et lui dit écoute, maman, ça va pas, t'as doublé tout le monde, etc. Et sa mère lui dit écoute, Georges, je n'ai pas pu faire la queue. Tous les gens se sont tournés vers moi et m'ont dit Madame Morin, ah non, vous n'allez pas faire la queue, Madame Morin, ah non, vous passez. Ah, Madame Morin, non, je vous en prie. Voilà, une petite anecdote qui ne vaut que pour la portée de l'anecdote de une scène à Constantine en septembre 62, après tous ces mois de violence terrible que nous avons tous sous les yeux. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je donne juste une précision, puisque Benjamin Stora a parlé de cette première assemblée constituante en Algérie, donc septembre-octobre 62. Il y avait 190 membres, environ 195, et conformément aux accords d'Évian, les nouvelles autorités algériennes se sont donc conformées strictement à ce qui avait été signé en mars 62, à savoir qu'un quota de sièges à cette assemblée devait être réservé, on va dire, à la population pied-noire, en pourcentage de leur nombre dans la population totale. Or, ce pourcentage a été calculé
en septembre 62, au moment de l'indépendance. Je vous ai dit, il y avait 400 000 pieds noirs encore présents sur une population, on va dire, de 9 400 000, puisque, grosso modo, il y avait 9 millions d'Algériens et 1 million de pieds noirs avant l'indépendance. Donc 400 000 sur 9 400 000. Bref, je vous épargne les calculs. Il y a eu 16 sièges qui étaient réservés d'office à des pieds noirs. Ce qui, d'ailleurs, en 63, ils n'étaient plus que 200 000, voire 150 000, et donc, mais ils avaient toujours les 16 sièges. Donc déjà, ils ont été gagnants en quelque sorte. Mais en plus, ces sièges étaient réservés donc sur le calcul de toute la population pieds noirs, à qui on n'a pas du tout imposé, avant le calcul, de prendre la nationalité algérienne. Donc, imaginons l'inverse, et je terminerai là-dessus, si aujourd'hui en France, on réservait des sièges à l'Assemblée nationale, on va prendre juste les Algériens et leurs enfants, à toute la population des Algériens et leurs enfants, même sans demander s'ils ont la nationalité française. Je vais vous dire que l'Assemblée aurait d'autres couleurs. Je vous remercie. Merci. L'anecdote de Madame Morin nous amenait sur le sensible. Précisément, c'est là que je me retourne vers Michel Carnessi pour vous donner la parole, puisqu'il est romancier. Oui. Et donc, nous donner, peut-être nous parler de, au-delà de soit l'année 62 en Algérie, mais peut-être un petit peu la tonalité de ce roman, écrit à deux. Pourquoi cette sensibilité, pourquoi ce rapport à l'Algérie? Alors, déjà, je tiens à préciser que c'est assez étrange parce que je suis là ce soir. Je te remercie, Yaya. Je suis très content de retrouver mon grand ami Benjamin, que je connais depuis l'illustre, et M. Dôme, que je ne connaissais pas, mais nous avons beaucoup sympathisé tout de suite. Bon. Alors, nous, en fait, cette table ronde est remarquablement bien organisée parce que on passe de l'histoire et de la présence de Benjamin, de Pierre et de sa connaissance en tant que journaliste, là, on va aller, disons, sur un aspect beaucoup plus humain, parce que nous sommes, Jamil et moi, je dois dire que Jamil Ramani, avec qui j'ai coécrit ce roman, et moi, nous sommes tous les deux médecins. Jamil est algérien. Malheureusement, il ne peut pas être là ce soir parce que nous avions il avait une émission radio ailleurs, hélas, donc on s'est un peu réparti la tâche. Je suis ravi d'être avec vous, d'ailleurs, bien sûr. Et moi, je suis corse. Bon, on dirait que personne n'est parfait. Alors, mais je suis corse, mais ça a son intérêt parce qu'en 62, là, je vais vous révéler mon âge, j'avais 10 ans, et j'étais en Corse. Et il y avait le soleil, la mer, et je voyais la mer, MER, je voyais ma mère angoissée parce que j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, et elle était terrorisée à l'idée que mon frère puisse partir faire la guerre en Algérie. Alors, dans la tête d'un petit garçon de 10 ans qui passe ses journées d'été à la plage, etc., un peu insouciant, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel il y a la même lumière, la même mer, paraît-il, puisqu'il paraît que la Corse ressemble beaucoup à la Kabylie, un peu la même végétation, les mêmes paysages. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi j'écoutais la radio, j'écoutais tout ça, et je voyais surtout donc la terreur de ma maman. Et puis, après, sont arrivés, quand j'étais un peu plus âgé, évidemment, beaucoup de rapatriés d'Algérie qui sont venus s'installer en Corse, cette terre dans laquelle ils trouvaient l'ersatz de l'Algérie, parce qu'il y avait le même climat, etc. Et évidemment, j'ai lié beaucoup d'amitié avec ces enfants de pieds noirs, et d'où mon intérêt pour cette problématique, on va dire. Alors, avec Jamil Ramani, nous nous sommes dit qu'on avait envie d'écrire une fiction sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie. Et alors là, je reviens vers Pierre, parce que justement, nous avons pris comme personnage principal Louise, cette femme qui a en fait une pied noire, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si on va raconter l'histoire d'une femme, Louise, française,
qui par amour pour cette terre et par amour pour un médecin algérien, décide, contre l'avis de sa famille, qui elle part en 62, décide de rester. Et en fait, Alger sans Mozart, c'est l'histoire de cette femme depuis 54. On peut, alors les historiens corrigeront, qualifie comme le dernier été de paix, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'une femme qui est restée en Algérie et qui traverse toute la période, d'abord quand elle est enfant-adolescente, la période coloniale, puis l'indépendance, et puis plus tard, évidemment, la montée de l'islamisme radical, et jusqu'à aujourd'hui, puisque le roman se termine à peu près de nos jours. Pour enchaîner sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, et c'est vous dire, en fait, la fiction nous permet, je pense, du fait de l'attachement que le lecteur, je l'espère, peut avoir pour nos personnages, de faire passer un certain nombre de messages. J'ai été très touché, l'autre jour j'écoutais la radio et j'entends un chroniqueur sur une radio de jeunes, qui s'appelle FG Radio, qui passe vraiment de la musique, c'est même pas c'est de la musique très très techno, qui disait, écoutez, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Alger sans Mozart, je me suis dit que ça allait être chiant, et bien pas du tout. Et donc, je me suis dit, ben là, ça alors c'est formidable, parce que si on nous donne ce genre de choses, ce genre de commentaires, c'est qu'on a peut-être fait mouche quelque part. Tout à l'heure, Benjamin parlait de l'année 62, et la fiction nous permet justement de toutes les audaces. Vous vous rappelez sûrement de la fameuse phrase du général de Gaulle quand il a dit un triste cartement de généraux à la retraite, c'est ça Benjamin, hein, voilà. Ce triste cartement de généraux à la retraite. Et cette phrase a fait mouche dans la tête et je me suis dit c'est bizarre, on est vraiment en train de changer d'époque à cette période-là. Et je fais dire à notre Louise, notre personnage principal, à un moment donné, je lui fais dire la France en avait assez de tous ces attentats, tous ces meurtres, etc. Et de ce triste carteron de généraux à la retraite qui serait bientôt balayé par un joyeux quatuor venu de Liverpool. Bon, ben ça c'est la littérature qui permet de faire ça. Voilà. Vous montrer que voilà, on change d'époque. Alors, tu parlais tout à l'heure de la chanson de Claude François, il n'en est pas question de l'Algérie, mais voilà, on arrive dans les années 60, les années yéyé, les Beatles, tout ça, et la France en avait assez de se pencher sur cette histoire. Alors, quand même, tout ce qui est dit dans le roman, alors Jamil aurait pu vous en parler mieux que moi, parce que lui est algérien, mais le contexte historique est exact, évidemment, et nous avons conçu chacun de nos personnages comme autant de métaphores. Donc, Louise, c'est une Française pied noir, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, par amour pour un Algérien, un médecin algérien, est resté sur place, et va rester sur place toute sa vie, pour l'amour pour cette terre aussi. Et il se trouve que Louise, elle a, au-dessus de chez elle, elle a un petit voisin qui s'appelle Sofiane, qui est algérien, et qui perd sa mère. Alors, il perd sa mère. Il perd sa mère très jeune, il y a 10 ans, quand il perd sa mère. Et il se dit, mais c'est pas possible, même les chiens et les chats ont une maman. Et moi, je me trouve tout seul, abandonné, j'ai plus de mère. Cette vieille Française qui est ma voisine, je vais l'adopter. Et en fait, toute l'histoire du roman tourne autour des rapports entre cette femme qui va lui donner un peu ses notions de culture. Elle va lui apprendre Molière, Rousseau, Mozart. Et lui, il se questionne sur ce qu'est justement ce passé de l'Algérie et il se sent tiraillé parce qu'il est à la fois, il a ses cousins qui l'emmènent à la mosquée un vendredi sur deux et le vendredi d'après, il déjeune avec Louise. Donc, c'est le questionnement de ce jeune Sofiane sur quel est ce passé que je ne connais pas, qu'on me cache un peu. C'est le thème d'Alger sans Mozart, voilà, entre autres. Et puis, comme dans les romans, enfin, comme dans les contes de fées, il y a un troisième personnage un petit peu maléfique, qui est Marc, qui est un réalisateur français, qui a complètement oublié ses origines algériennes, et qui, pour des raisons qui ne sont pas très nettes, va revenir en Algérie, et qui va se retrouver pris au piège de ses racines. Voilà. Ça, c'est un peu pour situer le roman Alger sans Mozart. Donc, nous avons voulu vraiment utiliser la fiction pour
avoir un autre aspect, un autre point de vue sur cette problématique algérienne et je l'espère donner une petite note d'espoir sur ces liens à la fois douloureux et en même temps indéfectibles qui unissent les deux rives de la Méditerranée. Merci. Un tour de table, nous avons écouté l'historien, le journaliste d'investigation, le romancier. Et je crois que ce qui serait intéressant, c'est que le public est nombreux, que vous profitiez de leur présence. On a posé des questions, on n'a pas besoin de leur dire beaucoup. Je voudrais juste signaler qu'il y a un ami ici qui a écrit un témoignage remarquable que j'ai lu, M. Zegeg, Rachid, qui a écrit parce qu'il était prisonnier politique du FLN en France, et il a écrit un témoignage remarquable sur les prisonniers politiques du FLN en France. Voilà, et donc on prend vos questions précises aux uns et aux autres, comme ça ils ont le temps de vous répondre. Allez-y. D'accord, c'est le feu le 5 juillet, d'accord. Voilà, il y a deux interventions sur le 5 juillet 61, 17 octobre 61, la reconnaissance fait Hollande, et puis sur ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet 62, les faits sont maintenant connus. Il y a 5 livres qui sont sortis sur cette affaire maintenant. Donc c'est une séquence d'histoire qui est maintenant bien connue, bien établie. Il y a eu ce jour-là des Européens qui ont été enlevés à Oran et tués pendant cette journée du 5 juillet qui est la journée de proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Dans tout le reste de l'Algérie, il y a eu des manifestations énormes d'Algériens, de centaines de milliers d'Algériens pour qui manifestaient leur joie pour cette indépendance. Et à Oran, plus particulièrement, donc, il y a eu cette journée sanglante, cette journée tragique d'enlèvement et d'exécution d'Européens. Alors je ne vais pas ici faire... Alors, vous savez, quand dès qu'il est question de chiffres sur les guerres d'Algérie, il y a toujours des polémiques. Toujours. Ça commence par le nombre, par exemple, de morts algériens pendant la guerre, les soldats, les harkis, les pieds noirs, les immigrés, le 17 octobre. Dès qu'il est question d'une séquence tragique de cette histoire, il y a toujours des gens qui avancent un chiffre et d'autres qui disent non, c'est faux, c'est moins, c'est plus, etc. Et donc, il y a toujours beaucoup de passion, il y a toujours beaucoup de batailles idéologiques autour de chacun des chiffres avancés. Ceux qui ont intérêt à survaloriser et ceux qui, au contraire, ont intérêt à minimiser. Alors, en fait, c'est plus un problème de chiffres, ça devient un problème politique, ça devient un problème idéologique. Bon. Alors, oui, bien sûr, mais je préfère les préciser d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement sur Oran qu'il y a des polémiques sur les chiffres, il y a tout le temps des discussions sur les chiffres pour tout. Je veux dire, par exemple, quand on dit aujourd'hui, il y a 400 000 Algériens qui sont morts pendant la guerre d'Algérie, on nous dira non, c'est pas vrai, il n'y a pas 400 000 Algériens qui sont morts, c'est pas vrai. Les Algériens disent 1 million de martyrs, les historiens disent 350 000 à 400 000 Algériens, non, c'est pas vrai, c'est plus, c'est moins. Bon, vous voyez les polémiques sur les chiffres, c'est sur le 17 octobre 61 à Paris, le chiffre officiel, comme vous le savez, c'est 2 morts, c'est le chiffre officiel qui a été annoncé par la préfecture de police de Paris. Et puis ensuite, on a avancé les travaux, les témoignages d'Algériens qui se sont succédés pendant les 10, 20, 30, 40, 50 années, etc. Et donc, là, on peut estimer la fourchette la plus basse qui a été avancée par un historien qui n'est pas réputé à gauche, qui est Jean-Paul Brunet, vous connaissez peut-être. Lui, il avance l'hypothèse la plus basse, qui est de 50 morts, vous voyez, c'est très très bas. Et puis l'hypothèse la plus haute, qui est avancée par Jean-Luc Eloudi, qui tourne à environ 150 morts. Ça, c'est pour ce qui concerne en une nuit. C'est les victimes donc, algériennes, immigrées algériennes du 17 octobre 61. Pour ce qui concerne les enlèvements d'Européens à Oran, c'est comme pour les harkis aussi. On pourra aussi parler des harkis, parce que c'est des chiffres qui sont avancés. Sur les enlèvements d'Européens à Oran, les chiffres varient grosso modo entre 3 et 400 morts sur les enlèvements et les exécutions d'Européens à Oran, et 1500 à 2000 victimes, dans les fourchettes les plus hautes. Bon, ce qui est considérable, attention, je veux dire que ça fait beaucoup quand même de victimes en une seule journée, une seule nuit, avec les enlèvements, etc. etc. Donc c'est une tragédie qui est quand même très très importante. Alors évidemment, on peut maintenant discuter sur les responsabilités de cette tragédie. Une fois qu'on a discuté sur les chiffres, etc., alors sur les responsabilités de cette tragédie, est-ce que c'est l'État algérien qui est responsable de cette tragédie? La réponse elle est évidemment non, parce qu'il n'y a pas d'État algérien le 5 juillet 1962, tout simplement,
Parce que la bataille fait rage pour la lutte pour le pouvoir, que le GPRA vole en éclats, et qu'il y a une bataille terrible entre ce qu'on appelle le GPRA et le groupe de Tlemcen, c'est-à-dire dirigé par Ben Bella, qui fera son entrée dans Oran d'ailleurs, que le 12 juillet 1962. Donc c'est vous dire qu'il n'y a pas en tant que tel d'autorité étatique capable de prendre en charge, disons, soit une initiative, du point de vue algérien, soit de protection, soit de massacre, soit d'ordre donné, etc. Bon. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État français? Parce que une fois qu'il faut quand même partir des États. La réponse, elle est aussi très compliquée. Parce que le 3 juillet 1962, je veux dire 2 jours avant, c'est fini pour l'État français. C'est-à-dire que le 3 juillet 1962, c'est la proclamation de l'indépendance de l'Algérie de manière officielle. Par l'ambassadeur de France, d'ailleurs Jeannet, qui proclame donc l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Alors il y a sur place l'armée française. Voilà. Et donc le général Katz, en particulier Joseph Katz, qui est donc présent et qui n'aurait pas, disons, pris ses responsabilités dans la protection. Alors là, il y a tout un... vous savez, là, moi je veux bien qu'on discute de ça. On peut rester des heures à discuter, savoir quelle est la responsabilité du général Katz. Alors sur ce terrain-là, lui-même a écrit ses mémoires en défense, que je vous conseille de lire, parce que plutôt que de lire les plaidoyers toujours à charge contre le général Katz, qui sont très nombreux venant de la communauté pied-noir d'Oran, il faut aussi lire sa défense. Le travail historique, c'est ça. Et je dois d'ailleurs dire que les mémoires du général Katz ont d'ailleurs été préfacées par un grand historien qui a été mon maître, qui est Charles-Robert Ageron, qui a préfacé les mémoires du général Katz, que je vous conseille de lire. Alors évidemment, contre le général Katz, il y a toute une série d'ouvrages, de Geneviève de Ternan, etc., je les connais tous, tout lu là-dessus, et qui, eux, accusent l'armée française, notamment ce général, d'avoir laissé les choses se faire, etc. Moi, je dirais que les choses, comme le disait le professeur Ageron, je dirais que les choses, c'est une sorte d'engrenage terrible, et de chaos intégral, et qui renvoie aussi à l'histoire de la ville d'Oran. Alors c'est pour ça que je ne peux pas en rentrer, mais Oran était une ville très singulière dans l'histoire de l'Algérie française. Oran était la ville où les partisans de l'OAS étaient et de loin les plus nombreux, les plus organisés. C'était une ville européenne, Oran, principalement, massivement européenne, beaucoup plus qu'Alger, et ne parlons pas de Constantine. Donc c'était une ville vraiment très européenne, où les règlements de compte, les exactions, ont été terribles durant toute la guerre, enfin surtout la fin de la guerre, pas durant toute la guerre. Parce que justement, Oran a été relativement épargné, mais la fin de la guerre a été terrible. J'ai parlé de voitures piégées dans les quartiers musulmans, des exactions commises, etc., qui fait qu'il y avait un sentiment qui existait dans la société, dans la population musulmane, de vengeance, qui était très terrible. Vous n'y pouvez rien. Tous les témoignages à ce niveau-là. Est-ce que ça justifie pour autant les massacres? Non. Est-ce que ça explique le fait que ces massacres ont été perpétrés par des unités de l'ALN? Sûrement pas, mais par des gens qui avaient intérêt à mettre le feu aux poudres, à faire que tout s'envenime et que tout dérape? Oui. Et parmi ces groupes qui avaient intérêt à tout ça, il y a un mélange de tout. Vous avez des droits communs, vous avez des partisans du FLN, des Algériens, des musulmans, qui étaient dans des stratégies de possession d'appartements, de magasins, je ne sais pas quoi, etc. Vous avez du racket, vous avez des représailles, des gens de famille ont été tués, vous avez tout ça qui se mélange. Tout ce, vous savez, c'est le propre des fins de guerre civile. C'est une forme de guerre civile intérieure, ça. Pour moi, les enlèvements d'Oran, c'est vraiment le symptôme achevé de ce qui est une guerre entre guillemets frères. C'est-à-dire de ceux qui se connaissent et qui se tuent, ou qui se protègent. Parce que vous avez aussi des Européens qui ont été protégés par des musulmans parce qu'ils les connaissaient. C'est aussi ça, les massacres d'Oran. Vous savez, c'est comme les situations de massacre qu'on a pu observer, par exemple, dans d'autres situations. Par exemple, ce qui s'est passé le 5 août 1934 à Constantine. Lorsqu'il y a eu des affrontements entre juifs et musulmans, effectivement, il y a des juifs qui ont été tués, il y a des musulmans par des musulmans, et des musulmans qui ont protégé des juifs. C'est-à-dire que vous avez eu ce phénomène à la fois d'exaspération, de cruauté, d'exaction, de vengeance, qui a fait énormément de victimes en très peu de temps. Ça, c'est, vous voyez, vous donnez les chiffres, les fourchettes hausses, basses, tout ce qu'on veut, mais qui se comprennent aussi dans des situations très singulières. Parce que ce qui s'est passé à Oran ne s'est pas passé dans les autres villes d'Algérie. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ces enlèvements massifs, ces exécutions, etc. Vous regardez, y compris dans des villes qui ont subi la guerre d'Algérie de manière beaucoup plus violente. Je pense à la ville d'Alger. Parce que la ville d'Alger, il y a eu la bataille d'Alger. La bataille d'Alger a été absolument terrible, quelques années seulement auparavant, en 1957. L'année 57 a été absolument terrible à Alger.
Or, vous n'avez pas eu le 5 juillet 1962, vous n'avez pas eu ça à Alger. Ça a eu lieu à Oran. Donc il faut s'interroger là-dessus. Moi, je pose des questions d'histoire, je ne dis pas que j'ai des réponses, etc. Mais il faut s'interroger sur ça. Pourquoi Oran? Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Maintenant, sur la question très politique qui m'a été posée, qui est beaucoup moins historique, beaucoup plus politique, sur les voyages présidentiels, etc. Ce sont les voyages en Algérie sont toujours des voyages politiques très compliqués parce que les rapports franco-algériens sont encombrés par les questions de mémoire et chaque communauté a des dates symboles qui sont devenues des dates. Alors, le 19 mars, c'est pour les soldats d'Algérie, ils veulent absolument que cette date soit reconnue comme la fin de la guerre. Les Pieds Noirs, maintenant, c'est devenu le 5 juillet à Oran, c'est à la fin de la guerre d'Algérie. C'est devenu une date repère, marqueur, etc. Le 17 octobre, c'est les immigrés algériens en France qui ont fait de cette journée une journée phare, une journée clé, disons, au niveau de leur mémoire, etc. Bon. Pour ce qui concerne les Algériens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, n'oublions pas quand même qu'il y a 35 à 36 millions d'Algériens qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est quand même un grand pays, l'Algérie. Parce que très souvent en France, quand on parle de la guerre d'Algérie ou d'Algérie, on oublie que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a quand même 36 millions d'habitants, qui eux aussi ont leur marqueur. Alors pour eux, pour les Algériens, le marqueur central, c'est le 1er novembre. Dès que c'est la fête nationale en Algérie. C'est la fête de l'Algérie, c'est la fête nationale, c'est le 1er novembre. C'est le déclenchement de la guerre d'Algérie et qui est partagé unanimement par tous les Algériens aujourd'hui, qui disent grosso modo, on sort de 130 ans de présence coloniale. C'est à peu près le sentiment unanime qui existe en Algérie, quelles que soient les tendances politiques. C'est-à-dire qu'ils soient démocrates, kabyles, islamistes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, on peut faire toute la palette des oppositions diverses et variées en Algérie, mais au moins il y a un point qui est commun, c'est que le sentiment national en Algérie est quand même très fort autour de la question du 1er novembre. Voilà, c'est quelque chose qui paraît évident en Algérie. Ce qui n'est pas du tout évident pour les Français d'ailleurs. Alors là, pas du tout. Parce que pour les Français, le 1er novembre, c'est synonyme de séparation, de détachement de l'Algérie à la France, alors que l'Algérie était considérée comme des départements français. Des départements français. Donc on ne peut pas évidemment avoir la même vision, le même rapport de l'histoire à l'histoire. C'est impossible. D'un côté, vous avez les Algériens qui disent qu'il faut se libérer d'une présence coloniale, et de l'autre côté, vous avez, grosso modo, la classe politique française pendant très longtemps qui disait, grosso modo, bien sûr, bien l'Algérie c'était la France, il y a eu des imperfections, c'était pas terrible, mais enfin c'était quand même un peu de civilisation, quand même. Voilà, l'instruction, l'école, les routes, les hôpitaux, etc. Bon, donc comment voulez-vous, à partir de ces deux conceptions diamétralement opposées, avoir une histoire qui peut s'écrire de manière sereine? C'est très difficile. C'est très compliqué quand même. Donc vous avez deux. Alors je ne parle pas des avant-gardes éclairées, des deux côtés de la Méditerranée. Vous avez des avant-gardes intellectuels éclairés qui disent oui, on peut faire l'histoire commune parce que la colonisation est condamnable, etc. Non, je parle des masses, des sociétés qui, naturellement, considèrent que, eh bien, dans le fond, pour ce qui concerne la France, la présence française n'est pas totalement négative. Il y a quand même eu des choses positives, grosso modo. Et puis de l'autre côté, du côté algérien, c'est la colonisation était entièrement négative. Il n'y avait rien du tout positif. Donc si vous, donc vous avez deux conceptions quand même qui sont très difficiles à concilier. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut en revenir à la question politique, que lorsqu'il est question de voyage en Algérie, d'un président français, c'est pas comme au Maroc, au Sénégal ou à Indochine, sur le Vietnam. Ce n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Parce que le Maroc ou le Sénégal ont toujours, disons, n'ont jamais été des départements français. Ils n'ont jamais appartenu à la France. Ils ont retrouvé une souveraineté, dans le fond, de manière assez classique. Je veux dire, de manière assez légitime, classique. Alors qu'en Algérie, et pour certains Français, la question de l'indépendance de l'Algérie n'est pas légitime. Il y a quelque chose, quelque part, qui n'est pas légitime, qui reste un problème. C'est un problème. C'est pas possible. Je ne sais pas si ça fait rire certains, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, on a par conséquent une situation très difficile. C'est une situation très difficile. C'est-à-dire que quand un président français va en Algérie, je me félicite de faire rire comme ça le public, c'est formidable. Donc, quand vous avez un président français qui va en Algérie, eh bien, il est obligé de tenir compte d'une sensibilité qui est celle des Européens en Algérie, celle des harkis, celle des soldats français, qui ont été 1,5 million à aller combattre en Algérie. C'est considérable, c'est gigantesque. C'est le plus grand groupe porteur de la mémoire de la guerre d'Algérie, ce sont les soldats français.
ils ont combattu. Et 30 000 d'entre eux sont morts en Algérie. Et ça, pour un président français, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est simple à régler comme ça en disant voilà, c'est fini, 50 ans après, on passe l'éponge, etc., etc. C'est pour ça que je parlais dans cette phrase très journalistique, je disais que la question centrale, c'était celle d'avancer vers la connaissance et la reconnaissance, en France notamment, c'est-à-dire de connaître et de diffuser au maximum cette vérité. Et que la question ne pouvait pas être simplement de dire on va faire une espèce de repentance. Mais le simple fait de savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire le nombre d'Algériens tués, l'histoire de la colonisation, qu'est-ce qui s'est déroulé dans l'engrenage du Sénégal, en soi, pour les Français aujourd'hui, c'est fondamental. C'est beaucoup plus important de connaître l'histoire des autres, la vie des autres, que de vouloir avoir un point de vue aujourd'hui de condamnation morale ou abstraite de cette histoire. Il faut la connaître, et la reconnaître, et l'affronter, cette histoire. Et il faut l'affronter. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir un point de vue moral, ou un jugement moral, en disant, voilà, je ne sais rien, mais c'était pas bien. Non, il faut savoir ce qui s'est passé. Quelle a été la vie des Algériens musulmans dans l'histoire de l'Algérie coloniale? Combien il y a eu de morts? Quelle a été la tragédie? Pourquoi, effectivement, des soldats ont été envoyés? Combien de pieds noirs sont partis? Combien sont restés? Et pourquoi sont-ils partis après? Parenthèse. Bon. Et tout ça, c'est un énorme travail pédagogique dont on a pris un retard absolument considérable. C'est-à-dire qu'on a un retard énorme. Moi, je me souviens, et j'en profite ici, puisqu'il y a la présence de Mme Mageron avec nous aujourd'hui, que lorsque, dans les années 70-80, j'ai travaillé sur l'histoire de l'Algérie, j'étais le seul élève de Charles-Robert Agen, qui était le professeur le plus important sur cette histoire-là. Les autres sont arrivés bien plus tard. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans les années 80, 90, etc. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de jeunes chercheurs à l'époque qui travaillaient scientifiquement sur cette histoire, à distance critique. Très peu. Pratiquement pas. C'est-à-dire qu'on a pris à partir de là un retard générationnel dans la connaissance de cette histoire. On a sauté une génération entière de chercheurs pour arriver dans les années 90-2000. Mais ce retard aussi, il est dû au fait qu'en Algérie, la connaissance aussi a très peu progressé. Parce que l'Algérie vivait sous un système de partis politiques, un système de partis uniques, qui interdisait le développement d'une connaissance critique et plurielle, et donc de réappropriation de sa propre histoire. Il n'y a pas que du côté français qu'il y avait des problèmes, il y avait aussi du côté algérien, où l'histoire était sous surveillance, elle était contrôlée, il y avait des mises au secret d'un certain nombre de personnages. Or, l'histoire, elle ne peut progresser que si elle avance ensemble, dans les deux rives, dans les deux pays, dans les deux sociétés. Sinon, elle ne peut pas progresser. Sinon, elle vit comme une progression d'histoire mutilée, comme une histoire amputée, ou en contradiction, ou en affrontement. C'est pour ça que, dans le fond, le déplacement politique d'un président de la République française en Algérie est toujours un exercice périlleux, un exercice difficile, délicat, par rapport à toutes ces clientèles, entre guillemets, à la fois électorales ou autres. Et la preuve, c'est que le dernier voyage d'un président français en Algérie, c'était celui de Nicolas Sarkozy en décembre 2007, et c'est un voyage qui n'a laissé pratiquement aucun souvenir. C'est-à-dire, si je vous dis aujourd'hui Nicolas Sarkozy est allé en Algérie dans un grand voyage présidentiel, tout le monde l'a oublié. Parce que, précisément, il n'a pas voulu trancher sur la question, j'allais presque dire, de reconnaissance de la légitimité de l'indépendance de l'Algérie, pour aller vite. C'est-à-dire qu'il a renvoyé, encore une fois, tout le monde dos à dos, en disant qu'il y avait des victimes de partout, il y a des victimes tous azimuts, donc, à partir de là, on ne tranche pas sur le fait que l'Algérie devait être un pays indépendant. Tout simplement. Dans un discours. Pour vous, peut-être ici, ce soir, ça vous paraît évident. Mais ça n'a pas été évident dans la parole de l'État français. C'est-à-dire le fait de dire, eh bien oui, ce passage à l'indépendance était une nécessité du point de vue de la décolonisation. Ce que disait d'ailleurs à l'époque le général de Gaulle, par parenthèse. Je parle des années 60-62. Or, aujourd'hui, il y a une régression dans le discours qui fait qu'on n'ose même plus le dire. C'est-à-dire le fait que l'indépendance de l'Algérie participait d'un processus légitime, classique, évident. Et on est arrivé en deçà de cette problématique-là. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Et le voyage de Nicolas Sarkozy de décembre 2007, c'était précisément l'impossibilité de trancher sur cette question de manière définitive. Enfin, définitive entre guillemets, parce qu'il ne faut jamais en histoire, heureusement, trancher de manière définitive, mais dans l'écriture de l'histoire. Mais il faut savoir que c'est là l'enjeu. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, on reconnaît que cette question-là était inévitable, que cette décolonisation, elle était inévitable,
et qu'à partir de ce moment-là, l'Algérie avait la possibilité de choisir librement son destin et d'avoir ses dirigeants politiques avec lesquels on peut aujourd'hui entretenir des relations, même si on ne partage pas, disons, les mêmes options politiques sur la question des droits de l'homme, sur la question de l'économie, etc., etc. On en est là aujourd'hui encore. Je peux vous dire le retard, je veux dire qu'on a accumulé pendant toutes ces années et toutes les batailles. Quand on voit les polémiques, par exemple, sur le 17 octobre 61, quand on dit qu'il y a polémique, pour les historiens, il n'y a plus de polémique sur le 17 octobre 61. Il n'y en a pas. Je veux dire, les gens ont été massacrés, point. Je veux dire, il n'y a pas de polémique. Quelle polémique? Il y a quoi? Il n'y a pas eu de mort le 17 octobre 61, il ne s'est rien passé, c'est une manif normale réprimée au gaz lacrymogène, et puis c'est tout. Quelle polémique? Il n'y a pas. Ceux qui disent qu'il y a une polémique sur le 17 octobre 61, ils sont dans une perspective qui vise à nier ce qui s'est passé pour dire on ne sait pas. Alors il faut que les historiens se déterminent. Vous savez, ça on connaît ce genre d'attitude, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, le problème du génocide des Juifs. Ah, on ne sait pas. Ah, il faut voir, hein, il faut que les historiens tranchent. C'est belle lurette que les historiens, ils ont déjà bien tranché là-dessus. Hein. Ils ont bien écrit, bien tranché, bien ramassé les témoignages, tout ce qu'il faut, bien. Donc le coup de dire les historiens ils doivent travailler, c'est bidon ça. Je vous le dis carrément, c'est des trucs, c'est des arguments de négationnistes, tout simplement. Le coup des historiens qui doivent travailler parce qu'on ne sait pas la vérité. Alors sur le 17 octobre 61, les historiens, ça fait longtemps qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont beaucoup regardé d'archives, qu'ils ont beaucoup interrogé de témoins, beaucoup, dont un, on a encore parlé tout à l'heure, c'est Jean-François Kahn, qui lui était présent dans la nuit du 17 octobre 61 à Paris comme journaliste, et qui va raconter pas plus tard qu'il y a 1 heure ce qu'il avait vu de ses yeux vus, des Algériens matraqués jusqu'au sang, jusqu'à la mort, à la sortie du Palais des Sports, puisqu'il y avait 11 000 Algériens parqués dans le Palais des Sports dans la nuit du 17 octobre. C'est Jean-François Kahn qui vient de me le dire à l'instant. Mais quand vous lisez certains journaux, vous regardez Internet ou je ne sais pas quoi, la polémique, il y en a qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord. Et je disais à Jean-François Kahn tout à l'heure, heureusement que vous êtes encore là, qu'il y a encore des gens qui sont vivants, parce que demain, on dirait qu'il ne s'est rien passé le 17 octobre 61. Parce qu'il y a des polémiques. Mais il n'y a pas de polémique. Il y a eu une soirée qui est une tragédie. Il y a des dizaines d'Algériens qui ont été tués, des milliers ont été arrêtés dans la nuit, transportés au Palais des Sports ou dans les centres de tri ou jetés dans la Seine, comme sur le pont de Clichy, le pont de Neuilly. Ça, c'est une réalité qui a été établie par des dizaines d'acteurs, de témoins, et qui l'ont raconté, et qui l'ont vécu. Et ça, c'est une vraie, comment dirais-je, il ne peut pas y avoir là-dessus de polémique. Moi, quand j'entends ça sur les histoires de massacres, si on me pose une question sur Oran, je ne vais pas dire il y a une polémique. Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça n'a pas existé? Pour moi, ça a existé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a existé. C'est des choses qui ont existé. Et à partir du moment où on accepte, on reconnaît le fait historique. Et ce que moi je dis, et ce que je reproche aux gens de droite aujourd'hui, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le fait historique. Après, vous pouvez discuter des chiffres, de tout ce que vous... mais reconnaissez-le. C'est la reconnaissance d'abord qui est fondamentale. Reconnaissez qu'il y a eu effectivement une tragédie ce soir-là, qui a été organisée, qui a été mise, disons, comment dire, décidée par Maurice Papon, qui dirigeait la police de cette époque-là. Cette police qui seulement existait à l'époque, 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. 10 ans ou 15 ans après, c'est tout, c'est la même police. C'est la même. Alors quand on dit « Ah, vous mettez en cause la police républicaine », eh oui, parce que la police de 1960, c'est celle de 1945. Vous croyez qu'en 10-15 ans, ce n'est pas les mêmes policiers? Donc il faut quand même être sérieux dans cette histoire-là. Et que ces gens qui aujourd'hui ne reconnaissent pas les faits, ne disent pas que les faits se sont produits, c'est inouï. 50 ans plus tard, vous voyez le travail qui reste à accomplir encore dans la société française pour simplement établir un fait et le faire admettre, alors qu'on ne vient pas me parler de repentance. Il y a des questions encore, si vous avez quelques questions, et après on passe au final. Oui? Moi, je veux, par contre, rendre hommage à un policier français. À cette date-là, le 17 juin, je passais devant sur le pont de Neuilly. Je passais sur le pont de Neuilly, le policier m'arrête. La voiture, hein?
il m'arrête, il me dit vos papiers. J'avais peur parce que je voyais des gens, ça n'allait pas. Je voyais mes frères musulmans, ils n'allaient pas du tout. Et j'avais peur, je donne mes papiers, il regarde les papiers. Je peux vous donner mon carte d'identité. Et il voit mon Kessal, il me dit votre prénom, j'ai Youssef. Mais c'est un prénom à consonance mahométane. J'étais sûr, vous voyez, moi je sais pas, moi on m'appelle comme ça, Joseph, Youssef, c'est comme ça qu'on m'appelait. Et il me remet mes papiers, il m'a dit, allez-vous-en. Voilà, je rends hommage à ce policier. Mais c'est ce que je disais, sur le pont de Neuilly, il est jeté à la Seine, carrément, j'en ai vu, moi. Et j'avais eu une trouille, quelque chose d'incroyable. Merci pour ce témoignage. D'autres questions, on va reprendre un autre témoignage de Madame ou Monsieur. Madame. Moi, c'est simplement l'information que je peux donner pour dire que bon, c'est vrai que le travail de reconnaissance de ce qui s'est passé le 17 octobre 61 n'a pas encore avance lentement. Moi, ce matin, j'étais à l'inauguration d'une place du 17 octobre 61 dans une ville qui est proche de celle d'ici, qui est la ville de Villejuif. Voilà. Merci. Monsieur Laval et après Lucie. Oui, bonjour. Très touché par les différents moments que vous avez évoqués, parce que j'étais moi-même à Oran pendant 8 mois, entre 1958 et 1959. Il y avait quelque chose de particulier, c'est que quand je suis arrivé, 15 jours après, il y a le général qui arrivait, et un vrai général, qui s'est comporté comme un militaire, et qui cherchait la victoire dans l'armée française, c'est-à-dire De Gaulle. Et à ce moment-là, ça n'a pas été dit, ou je n'ai jamais entendu ni des écritures, ni même des choses parlées. J'étais dans un groupe géographique qui était juste à côté de la prison d'Oran. Pour ceux qui connaissent Oran, et cet établissement, le groupe géographique, était légèrement plus haut en tant que maison. Enfin, excusez-moi, je suis un peu ému de parler de ça. Et dans la prison, tous les jours, quand De Gaulle est arrivé, tous les jours, il y avait des exécutions, des jeunes, et devant la prison d'Oran, tous les jours, il y avait des femmes qui savaient qu'on était en train de tuer leur fils le matin, entre 4h, 6h du matin, à Londres. Ça a duré à peu près une quinzaine de jours. Ça n'a jamais été ça. Vous voulez poser une question pour la question, c'est... Excusez-moi, je sais que c'est un peu gênant, parce que après, on parle de quelque chose qui va vers la paix, enfin tout au moins ce que vous avez employé comme mot, certains mots qui sont très justes. Mais à ce moment-là, des gens comme De Gaulle qui dirigeait le Quarteron, qui s'est après mis contre lui, et qui était Salan et ses amis, entre-temps, lui, il a cru pendant un moment, à travers sans doute ce que ses généraux lui disaient, qu'il pouvait gagner la guerre, et il a utilisé la barbarie aussi à sa manière, en faisant exécuter des gens. Il n'y a pas de silence, à mon avis, sur ceux qui ont... Il ne peut pas y avoir un silence pour certains, et puis d'autres choses qui sont dites pour beaucoup, pour expliquer à la population une certaine histoire qui serait un peu
que ce que vient de dire M. Stora sur tout ce que vous avez dit sur le conflit, humainement, c'est terrible, mais il ne faut pas oublier la part de ceux qui sont des professionnels dans ce genre de choses. Et je pense que les généraux responsables sont quelquefois irresponsables, et en même temps, c'est quand même difficile d'accepter que des gens exécutent sans jugement, puisque ces gens-là étaient jugés non pas comme des militaires, mais comme des terroristes absolument pas reconnus. Je pense à ça parce que c'est... Merci monsieur, s'il vous plaît. Parce que, non, c'est gentil, mais parce que les gens veulent écouter les intervenants, donc soyez un peu court et encore une intervention. Merci, excusez-nous. Parce que les intervenants sont là pour répondre, alors si vous avez rapidement, petit... Même pas. Et non, parce que les gens sont venus pour écouter les intervenants. Moi, je voudrais reprendre ce que disait M. Benjamin Stora à la fin. J'ai en quelque sorte un rêve. Personnellement, c'est un prisonnier, qui a fait rêve. C'est qu'on parle enfin de tous ces Français qui ont été solidaires avec notre cause de libération nationale, que ce soit des avocats, des avocates, des femmes, des gens de gauche, des intellectuels, des journalistes, des prêtres ouvriers par dizaines, certains ont été arrêtés et poursuivis. Ils sont bien connus. Et tous ceux qui ont agi, en quelque sorte, pour qu'il y ait une négociation un jour, qu'il y ait la paix qui s'instaure le lendemain, eh bien, cela, on ne parle pas d'eux. On parle toujours de deux catégories, les harkis et les rapatriés pieds noirs. Pour les Algériens, ils vous diront les rapatriés pieds noirs, nous ne les avons pas chassés. Au lieu de suivre le général de Gaulle, ils ont suivi l'OS. C'est comme ça qu'ils se posent la question. Les harkis, ils étaient avec l'armée française. Donc, c'est les Français qui sont responsables. Mais les Algériens, ce qu'on peut leur demander à mon avis, de façon très nette, c'est les enfants des harkis ne sont pas responsables de leur père. Et donc, ils doivent être considérés comme des Algériens. Ils peuvent à tout moment retourner dans leur pays. Ils ne sont pas responsables de leur père. Les rapatriés, pour leurs enfants aussi, ils ne sont pas responsables de leur père. Et donc, je souhaite, du côté algérien, que cette hypothèque soit levée également. Dans les deux cas, qu'on parle, je ne dirais pas des Français républicains, démocrates, anticolonialistes, qui se sont battus pendant longtemps du côté du peuple algérien. C'est-à-dire en mettant en avant le positif, et non pas toujours les choses qui bloquent. Et sur la question de la zone autonome, M. Benjamin Stora s'est posé la question de la différence entre Oran, les massacres d'Oran, et ce qu'il y a eu à Alger. À Alger, il n'y a pas eu de massacre. Vous ne trouverez pas, M. Pierre Gaulle l'a souligné, un Français qui ait été assassiné par les Algériens ou par le FLN après le 3 juillet. Pas un. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit. Oui. Ça s'est passé uniquement. Oui, mais il y a une raison à ça. Ça s'est passé uniquement à Oran. Il y a une raison de le souligner. Pourquoi? Parce que à Alger, il y avait la zone autonome d'Alger. Il y avait une tradition. Il avait mis le doigt sur cet aspect. Il y avait une tradition de zone autonome. Zone autonome en 56, zone autonome en 57. Il y avait un autre contexte. Et puis zone autonome après le cessez-le-feu. Et quel était l'objectif de cette zone autonome qui a été dirigée par ASD en Ostir, à laquelle j'ai participé? C'était protéger la population des exactions et des actions de l'OS. Vous savez, quand vous avez une bombe qui explose le 3 mai devant les dockers et 73 Algériens sont tués, quand vous avez des fusillades contre les processions funéraires, les cortèges pour aller enterrer les morts, quand vous avez des gens qui enterrent leurs morts de nuit, parce que la journée, ce n'était pas possible, ils étaient fusillés à partir des fenêtres par les Européens. Ces Européens, les réseaux de l'Ouest, essentiellement. Quand on sait cette politique de terre brûlée qu'Yves Fourier a traité dans son dernier chapitre, Les Feux du désespoir, de l'apocalypse, je peux vous dire qu'elle est
l'époque, c'était une espèce d'apocalypse. C'était des dizaines de C'est ce qui a été dit, ce qui a été dit, ce qui a été expliqué, ça. Non, mais je dis la différence avec Oran, Oui. c'est qu'à Alger, il y a eu une mise en place d'une structuration pour assurer la sécurité qui n'existait pas à Oran. Et il y avait des personnes responsables qui négociaient jusqu'avec Vitalis Cruz, le dernier préfet français à Alger. Or, cette situation n'existait pas au Oran. Il y a eu des dépassements, alors qu'à Alger, on a pu maîtriser, autant que faire se peut, la situation de la sécurité. D'accord, merci. Merci. Pierre, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou un mot peut-être pour... parce qu'on va conclure bientôt. Eh bien, mais avant, il y a un monsieur qui lève le doigt. Alors, Attends 2 secondes. Ah oui, allez-y. C'est moi qui demande. Allez, excuse-moi. Voilà. Une petite question, c'est de savoir est-ce qu'il reste encore des archives qui vont être mises au public, parce que il semblerait qu'il y ait encore beaucoup d'archives qui ne sont pas accessibles. Vas-y, Pierre. Ah non, mais déjà, ce que tu allais dire, après, pas les archives. Oui, non, parce que bon, c'est vrai que je suis ravi de prendre la parole, mais j'ai bien conscience que vous êtes tous là, surtout pour entendre Benjamin Astora. Et de toute façon, sur la question des archives, je laisserai de toutes les façons l'historien parler, alors que, mais ça je fais juste une parenthèse parce que là j'ai enfin le micro, j'en profite, sur la question d'Oran, les massacres des Européens, donc le 5 juillet 1962, qui en effet est un moment qui cristallise aujourd'hui encore d'énormes douleurs, ce qu'on peut comprendre très bien. Voilà, c'est un sujet, il se trouve que j'ai aussi travaillé ce sujet qui est extrêmement complexe et je suis allé, alors là c'est comme journaliste, puisque donc c'est toujours ce que je suis, faire donc un reportage pour le Monde diplomatique sur la mémoire des Algériens sur ce 5 juillet 62, puisque depuis 50 ans, en France, tous les travaux qui existent là-dessus sont construits à 99% sur des témoignages et des archives françaises. C'est-à-dire, on entend la parole des pieds noirs présents ce jour-là à Oran, et aussi la parole de pieds noirs qui avait une cousine qui était présente à Oran et qui lui a raconté, et de pieds noirs qui avait une cousine dont le mari était présent ce jour-là à Oran et qui a raconté. Et sinon, c'est essentiellement sur les archives de l'armée française. L'armée française qui, pendant de nombreuses heures, est restée encasernée, pour des raisons, etc., et donc il n'a rien vu. Et donc c'est à partir de ce matériau-là que existent aujourd'hui les travaux publiés en France sur cette question-là. Et par contre, voilà, on n'a jamais, ou très très peu, entendu la mémoire des Oranais qui ont vécu ça, et que je suis allé retrouver. J'ai retrouvé des Oranais qui ont participé au massacre, et qui ne s'en sont pas remis encore jusqu'à aujourd'hui, et j'ai retrouvé les grandes masses des Oranais qui étaient là ce jour-là, qui ont vu les massacres, et qui, bien entendu, n'y ont pas participé, ont essayé de se protéger soi-même, voire pour certains, ont risqué leur peau pour protéger les Européens. Et sinon, donc avant que je relâche le micro et que je ne l'ai plus, pour terminer, parce que on est vers la fin, j'aime bien terminer sur une petite note comme ça, un peu sympathique, un peu optimiste, qui coûte pas grand-chose, mais ça fait du bien de se faire du bien. Finalement, donc j'ai travaillé 3 ans sur ces pieds noirs qui n'ont pas fait comme tout le monde, qui n'ont pas suivi donc le grand exode, et qui sont restés, alors certes, pour des raisons très différentes, chacun. Il ne faudrait d'ailleurs surtout pas penser que ne sont restés que ceux qui étaient en faveur de l'indépendance, par exemple, parce que là, il n'y en aurait pas eu 200 000, hein, il y en aurait eu beaucoup, beaucoup moins. Mais ces pieds noirs qui sont restés
certains seulement pour quelques années, d'autres pour plus de temps, et bien finalement, on peut dire qu'ils incarnaient une autre idée de l'Algérie, d'une Algérie pluriculturelle, d'une Algérie très ouverte, une utopie algérienne partagée par de très nombreux Algériens de cette époque, par de très nombreux combattants algériens qui eux aussi avaient leur vision de l'Algérie, de cette utopie algérienne, d'une Algérie ouverte, multiculturelle. Algérie qui, pour ceux qui connaissent l'Algérie, on peut dire objectivement que cette utopie ne s'est pas encore réalisée. Mais voilà, ça ne fait que 50 ans et on peut toujours espérer qu'elle se réalise un jour. Pour les archives, elles sont ouvertes, les historiens travaillent, beaucoup d'historiens travaillent sur les archives, alors jusqu'à quelle mesure, mais je crois qu'on a aujourd'hui, par les travaux qui ont été publiés, on a énormément de travaux d'historiens français, et on voit que les choses sortent complètement maintenant. Michel Canizet, un mot, parce qu'il faut qu'on termine là. Oui. Moi, je voudrais un romancier qui nous parle. Voilà, c'était très intéressant, passionnant, parce qu'on a lu tous les aspects, l'aspect historique, très fouillé, etc. Moi, je voudrais vous citer 2 phrases. Après, je vais vous dire de qui elles sont. La littérature et la fiction, cela consiste à augmenter la somme de ce que les êtres humains sont capables de percevoir, de comprendre, et donc, en définitive, d'être. Et c'est une phrase de Salman Rushdie. Et j'adore cette phrase parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses. Et puis, une autre de notre ami commun Pierre Assouline, qui dans son dernier livre, dont je vous conseille la lecture, dit seule la fiction peut dire la vérité sur un monde de secrets. Voilà, c'est sur ça qu'on va terminer. Merci. Merci à vous.